Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être nombreux pour assister à la conférence d'Hélène Mazières, Comment accompagner vos enfants dans leurs apprentissages. Je représente l'association Neurosciences Marraine qui organise donc ce festival qui a lieu théoriquement tous les 2 ans, donc profitez-en. Normalement, vous avez eu à l'entrée le programme. La journée se terminera par un film qui parle de la maladie d'Alzheimer précoce qui s'appelle Still Alice. Et on aura Philippe Giafferi qui viendra animer un ciné-débat à la suite de ce film et il fera une conférence sur comment accompagner les patients malades d'Alzheimer demain matin à 11h à la MIS. Pour ceux qui cherchent la MIS, c'est l'auditorium qui est juste à côté. Il faut passer juste à côté de l'estran. Et l'après-midi, on aura tout un cycle de conférences avec des chercheurs du LabCID à Paris et du CERCA à Poitiers pour nous parler stress et apprentissage, école et inégalité sociale, et école et créativité. Ça se terminera sur une table ronde sur les apprentissages aujourd'hui. Et demain soir, si vous n'avez pas vos places, il en restera un peu à la vente à l'accueil, mais il n'y a plus de place en ligne ni à l'office de tourisme. Pour le spectacle, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau d'Andrea Redavid. Donc c'est une conférence spectacle qui associe à la fois du contenu scientifique et du mentalisme, de la magie. Et enfin pour les tout petits, dimanche 16h16 à la Big Eye, le spectacle Grandir d'Emmanuel Marquis, de la compagnie Carré Blanc sur fond bleu. Voilà, vous avez toute cette programmation. Si vous n'avez pas pu assister à certaines conférences pour X ou Y raison, elles sont toutes captées. Merci Julien de l'Espace Mendes France. Merci aussi à la technique là-haut. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Oui, on peut l'applaudir, je pense. Donc bonjour, alors j'ai du mal à vous voir, je suis très éblouie en fait. Je ne sais pas si on peut baisser un tout petit peu les lumières. Non, peut-être pas. Je mets peut-être déjà en difficulté. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hélène Mazières, je suis médiatrice et formatrice en communication empathique et j'interviens essentiellement auprès des professionnels de l'enfance et de la petite enfance pour améliorer la communication adulte-adulte et adulte-enfant. Donc voilà un peu qui je suis. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc comment accompagner vos enfants dans leurs apprentissages ? Déjà, notre quotidien de parents, parce que quand on dit vos enfants dans les apprentissages, je m'adresse vraiment aux parents. Notre quotidien de parents, c'est par exemple, vous êtes parent d'un enfant de 2 ans, et ce matin, alors que vous êtes super en retard, lui, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut mettre sa chaussure, avec la petite boucle, qui met beaucoup de temps à mettre, la petite boucle. Donc là, vous lui dites, non, on n'a pas le temps, c'est moi qui fais. Vous avez aussi un enfant de 5 ans, et vous avez passé beaucoup de temps à ranger tout le salon ce soir-là. Vous aviez fait un grand ménage dans les chambres. Vous aviez lavé les vides, vous aviez changé les draps, vous aviez tout rangé, les jeux qui étaient en bazar sur le sol. Et là, vous êtes hyper satisfait de ce que vous avez fait. Vous voyez votre enfant de 5 ans qui commence à jouer tranquillement et vous vous dites « j'en profite, j'appelle mes parents ». Au bout de 20 minutes, vous dites « c'est un petit peu beaucoup trop calme ». Et là, vous vous dites, je vais quand même raccrocher puis aller voir ce qui se passe. Et là, voilà devant quoi vous arrivez, une chambre en bazar monstrueux. Et là, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous dites, mais c'est quoi tout ce bazar ? Tu me ranges ça tout de suite. Peut-être que vous avez des enfants un peu plus grands, peut-être des enfants de 8 ans qui ont des poésies à apprendre. Vous connaissez l'apprentissage par cœur d'une poésie avec un enfant de 8 ans ? Le lièvre et la tortue, vous en avez marre, ça fait 40 fois que vous lui répétez les phrases et il ne comprend rien, il n'arrive pas à apprendre par cœur, vous en avez marre de cette soirée. Peut-être aussi que vous avez un enfant de 11 ans et vous vous rendez compte qu'il n'a strictement rien compris à son cours d'histoire. Et en même temps, vous, les cours d'histoire, mais ça vous met en stress en fait. C'est juste pas possible des cours d'histoire. Moi, quand j'étais petit, mais j'étais angoissée, je comprenais jamais rien. En plus, la prof d'histoire, elle me faisait peur. Alors, aider mon enfant à faire des cours d'histoire ? Oh non, mais non, j'aime pas, j'ai pas envie. Peut-être aussi que vous avez un enfant de 14 ans qui, en ce moment,
ces notes, elles baissent en fait. Vous voyez bien qu'en français, ça va pas. Et là, vous vous dites, ok mon gars, là je vais pas te lâcher, toutes les définitions, tu vas me les apprendre par cœur. Et là, vous êtes dans un mode, je ne lâcherai rien. Imaginez maintenant le quotidien de nos enfants. J'ai 2 ans. Ce matin, j'ai envie d'apprendre à mettre mes chaussures toute seule. Mais papa et maman, ils n'ont pas le temps. Alors du coup, ils veulent me la mettre. De toute façon, je m'en fiche. Dans la voiture, je l'ai renlevée. J'ai 5 ans. On me dit que j'ai fait plein de bazar dans ma chambre. Alors que je ne comprends pas, je n'ai pas fait plein de bazar dans ma chambre. J'avais construit tout un monde. J'avais fait tout un parcours. J'avais imaginé des ponts. Et on me dit que c'est du bazar et qu'il faut tout ranger. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il faut ranger là-dedans. Tout est exactement à sa place. J'ai 8 ans. Je dois apprendre le lièvre et la tortue. Mais je comprends rien à tous ces mots. Mais ça veut dire quoi tout ce texte? Je suis obligée d'apprendre par cœur des trucs que je comprends pas. J'ai 11 ans. J'ai un contrôle d'histoire. De toute façon, c'est de famille. Hein. Mon père, il n'aime pas non plus les cours d'histoire. Il n'y arrive pas. Alors, à quoi bon hein? Je vais arrêter de m'énerver avec ça. Ça ne sert à rien. J'ai 14 ans. Mes parents, ils ont été super sévères, mais moi, à l'interro, j'ai stressé. Alors du coup, j'ai rien réussi à récupérer en mémoire. Alors j'étais là, putain, c'est quoi, j'y arrive pas. Et je sais qu'ils vont pas être contents, papa et maman, mais en même temps, j'ai essayé de toutes mes forces, mais j'ai pas réussi. Donc voilà à peu près le petit tableau de ce que peut donner le fait de s'occuper des enfants dans leurs apprentissages au quotidien. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Ça demande énormément de temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience. Et nous, on n'est pas forcément disponible après une journée entière au boulot, avec toutes les choses qu'on a à faire. Et cet enfant qui a besoin d'une disponibilité énorme, parfois on ne sait pas comment faire. Donc là, c'est vraiment le but de cette conférence ce soir, c'est de reprendre confiance dans votre compétence à accompagner votre enfant dans les apprentissages et à vous-même retrouver de la joie. Parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est que ce soit du côté du parent ou que ce soit du côté de l'enfant, c'est lourd à vivre, en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre de la joie dans les apprentissages. Parce que si on ne remet pas de joie dans les apprentissages, on risque de finir comme ça. Donc, petite présentation rapide de la soirée. Je vais faire un premier plan sur vraiment la vie de parents, ce qui se passe pour nous les parents. Alors, quand je dis parents, ça peut être éducateurs de manière générale, hein, parents, beaux-parents, grands-parents, ce que vous voulez. Deuxième étape, ce sera sur les enfants, les besoins des enfants. Et troisième étape, ce sera vraiment sur les apprentissages. Donc, les parents. Ce qu'il faut voir, c'est que... Et je ne pense pas me tromper, je suis quasiment sûre à 100% dans cette salle, nous avons tous été des enfants. C'est le seul truc scientifique où on peut dire je suis sûre à 100%. Mais si on a été des enfants, ça veut dire qu'on a un vécu aussi par rapport aux apprentissages. Ça veut dire qu'on a un vécu avec des souvenirs à l'école, par exemple. Quels sont vos souvenirs à l'école par rapport aux apprentissages ? Est-ce que c'était quelque chose d'anxiogène ? Est-ce que vous aviez la boule au ventre en allant à l'école ? Est-ce que vous aviez une espèce de pression ? Il fallait être le premier, sinon ce n'était pas très bien. Quels sont vos souvenirs en fait dans l'école ? Est-ce que c'était un moment angoissant avec les devoirs à faire, avec les interros, avec tous les cours qui s'accumulaient, etc. Et de tous ces vécus, il en ressort quelque part des croyances sur l'école, ça fait souffrir, apprendre, ça fait souffrir, c'est compliqué, ça fait peur. En fait, on voit qu'on va avoir pas mal de souvenirs. Alors, j'espère que dans la salle, certains ont des souvenirs heureux, mais c'est pas le quotidien en tout cas. C'est pas forcément dans notre génération ce que les enfants vivaient. Donc il y a les souvenirs d'école, mais il y a aussi les vécus des apprentissages à la maison. Il n'y a pas juste à l'école qu'on apprend. Et à la maison, de quelle manière les parents nous prenaient en charge quelque part ?
On rentrait à la maison, est-ce que nos parents étaient tout de suite sur nous et ils nous disaient tout le temps ce qu'il fallait faire, ils étaient derrière notre dos? Ou est-ce qu'au contraire, ils n'étaient jamais là, ils ne s'occupaient pas de nous? Et peut-être qu'ils s'occupaient beaucoup, mais je ne voulais pas, mais peut-être que je ne voulais pas, mais ils s'en occupaient beaucoup. En fait, suivant les enfants, certains enfants auraient aimé que leurs parents s'occupent d'eux, et puis d'autres, mais lâche-moi la grappe. Donc on voit bien aussi que par rapport aux souvenirs, par rapport aux apprentissages à la maison, chaque enfant va avoir ses propres besoins. Donc de quelle manière j'accompagne mon enfant par rapport aux souvenirs que j'ai de l'accompagnement que j'ai eu à l'école ou à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas certains freins que je vais mettre ou certaines peurs qui vont m'empêcher d'accompagner concrètement mon enfant dans ses besoins aujourd'hui et maintenant? En sachant que nos parents nous mettaient des grosses patates chaudes aussi. Les patates chaudes, c'est quoi? Et les autres, ils ont eu combien à l'interro? Tu termines d'abord ton travail, je m'en fiche que tu sois fatigué. Tu finis. Tu rêves là, t'attends quoi? Mais dépêche-toi, tu te moques de qui là, avec tout ce que je fais pour toi? T'appelles ça un travail terminé, c'est un torchon. Les parents, quand ils nous disaient tout ça, nous on le vivait mal, mais en fait, les parents, c'était des bonnes intentions. Hein. Ils voulaient le meilleur pour nous. Mais la façon de transmettre leurs valeurs, parce qu'en fait, ce qu'ils essayaient de nous dire, c'est des valeurs d'altruisme, de bravoure, de détermination, de ténacité, de vitalité, de courage. Ils nous disaient « sois comme ça, j'ai tellement envie que tu deviennes comme ça ». Mais le langage utilisé, en fait, ça ne faisait pas le bon effet à l'intérieur. Donc si je reste coincée sur « mes parents ont fait comme ça, donc je vais continuer à faire comme ça », on risque de mettre des freins dans les apprentissages de nos enfants. On le verra tout à l'heure, l'effet du stress sur les apprentissages. Donc, bien sûr qu'il faut garder vos valeurs humaines et les transmettre à vos enfants d'accomplissement, d'adaptabilité sociale, d'altruisme, de bravoure, de ténacité, de courage, de détermination, de dynamisme, de vitalité, de volonté. Bien sûr qu'il faut transmettre tout ça à nos enfants. Mais le chemin qu'on a tendance à employer, hélas, n'amène pas à cette transmission. Ça amène plutôt à générer du stress à la fois chez le parent, mais aussi chez l'enfant. Donc, dans notre accompagnement vers les apprentissages, bien garder en tête que oui, nos intentions sont toujours bonnes, ça veut dire qu'on n'est pas des mauvais parents. Par contre, c'est le chemin qu'on va emprunter pour transmettre qui parfois est à améliorer. Petit message qu'on peut transmettre à nos enfants, tu as le droit d'être différent et d'avoir tes propres idées, ton propre cheminement. Tu as le droit de faire des erreurs, d'échouer et de te relever. J'ai confiance en toi. Et petit récapitulatif de chacun va avoir ses besoins. Peut-être que vous, enfants, vous auriez eu besoin de beaucoup de soleil et un tout petit peu d'eau, et que votre enfant, lui, au contraire, a besoin d'énormément d'eau et pas beaucoup de soleil. Donc l'idée, c'est vraiment pas de faire par rapport à ce qui m'a manqué, moi, en tant qu'ex-enfant, mais de quoi mon enfant, aujourd'hui, a réellement besoin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand, en tout cas, chez l'enfant et le parent, on va vivre des critiques, des exigences trop élevées, des conseils non adaptés, le fait de ne pas écouter les besoins, de projeter nos peurs, d'avoir des croyances sur les apprentissages. Tout ça, c'est des freins, en fait. Ça ne va pas être aidant pour ni le parent ni l'enfant. Parce que ça va amener chez l'enfant et le parent du découragement, une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, des refus, des crises, des oppositions, du stress élevé. On voit qu'on n'est pas heureux dans ce système-là. Donc l'idée, ça va être de changer de système et d'essayer plutôt d'envoyer de l'empathie, de la patience, du respect des différences, une autorité qui soit sécurisante, de la confiance, de la joie, de l'écoute. Ça, c'est un carburant pour les enfants. Et pour vous, parce que c'est beaucoup plus joyeux de transmettre de l'empathie que de s'énerver parce que les devoirs ne sont pas faits. Donc on voit que derrière toute l'empathie qu'on va pouvoir mettre auprès des enfants, ça va créer de l'envie, de la concentration, de l'esprit critique, de la mémorisation, de la curiosité, de l'engagement. Et tout ça, c'est réellement ce qu'on cherche pour nos enfants.
Donc le mot-clé, pour résumer peut-être ce dont nous aurions besoin en tant que parents, le mot-clé, c'est juste remettre de la joie dans les apprentissages. Ça va pour vous? Ok. Les enfants. Quand on dit « c'est l'heure des devoirs », que se passe-t-il chez vous? Est-ce qu'ils sont déjà naturellement en train de faire leurs devoirs? Mais oui, maman, j'ai commencé depuis 20 minutes. Est-ce qu'ils arrivent en courant? Oh oui, les devoirs! Ou est-ce qu'ils continuent de faire ce qu'ils étaient en train de faire en se disant « il va m'oublier peut-être ». Donc on voit que c'est l'heure des devoirs, c'est déjà imprégné de stress en fait. Il y a déjà des choses, ça crispe, ça ne va pas. Donc l'idée c'est de se demander dans quelle ambiance commencent les devoirs. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Parce que naturellement, à la base, les enfants sont naturellement curieux, ils ont naturellement envie de découvrir. Ils ont envie d'apprendre et c'est totalement naturel pour eux d'apprendre. On ne leur apprend pas à marcher ni à parler, ils le font parce qu'ils nous observent. Et tout d'un coup, l'heure des devoirs, c'est la catastrophe. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce plaisir d'apprendre qui est normalement naturel, il y a quelque chose qui bloque? Donc on va essayer de comprendre comment on pourrait débloquer ça. Et ce que nous dit la science, c'est que, en fait, pour pouvoir se sentir disponible aux apprentissages, un enfant doit d'abord se sentir suffisamment en sécurité physique, psychique, relationnelle et émotionnelle. Donc là, ça fait peut-être beaucoup, vous vous dites. Et en même temps, on imagine bien que si on ne se sent pas en sécurité physique, si on a l'impression qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut nous frapper, par exemple, ou qu'une bombe peut tomber, on n'est pas du tout disponible pour apprendre des nouvelles choses. Sécurité psychique, est-ce que là, j'ai le droit de penser ce que je pense ou pas? Est-ce que relationnel, est-ce que la relation que j'ai avec les gens autour de moi, c'est OK ou pas OK? Et au niveau émotionnel, est-ce que les émotions que je ressens à l'intérieur, est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Et on voit bien que si je ne me sens pas en sécurité avec la personne qui est présente, parce qu'elle se fâche souvent en ce moment, et qu'en plus, émotionnellement, je suis un peu patraque parce que Rémi m'a emmerdé à la cour de récré, ben déjà c'est mal barré. L'enfant aura du mal à rentrer dans les apprentissages et à faire ses devoirs le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il a besoin d'un petit temps d'apport, d'un temps de décompression pour, dans ce sas-là, pouvoir partager avec son parent comment il se sent. Pouvoir dire, ça permet de soulager les tensions dans le corps. Donc, bien prendre en compte sécurité physique, psychique, relationnelle et émotionnelle, ça, ce sont des besoins que tous les enfants ont. Et ce n'est pas un caprice, c'est vraiment un besoin physiologique. En sachant que jusqu'à 6-7 ans environ, le cerveau d'un enfant est extrêmement immature. Avant, on pensait 6-7 ans, l'âge de raison, ça y est, le cerveau est mature. En fait, on s'est rendu compte dans les années 2000 que pas du tout. Le cerveau d'un enfant jusqu'à 6-7 ans est extrêmement immature et que face à des émotions qui pour nous paraissent basiques, en fin de compte, l'enfant, il est totalement envahi. C'est comme une tempête émotionnelle et il ne sait plus comment faire tout seul. Et ce dont il a le plus besoin, c'est de notre présence empathique, bienveillante, qui va lui amener cette sécurité relationnelle, cette sécurité émotionnelle, cette sécurité psychique. Donc plus on va être présent auprès des enfants, plus ils vont pouvoir, quelque part, se sécuriser et pouvoir rentrer ensuite dans les apprentissages. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir toutes les émotions de l'enfant, en prenant bien en compte que les émotions, c'est une réaction physiologique. Ça veut dire que c'est quelque chose, il s'est passé quelque chose dans l'environnement et je ressens des choses et j'ai besoin qu'elles soient exprimées et entendues. Et l'idée pour nous, adultes, c'est vraiment d'écouter l'enfant, de mettre des mots sur ses émotions sans les juger. Et ça va vraiment permettre à l'enfant qui, face à une émotion désagréable, à des pics de cortisol et d'adrénaline, qui sont des hormones du stress,
Face à ces pics de cortisol et d'adrénaline, le fait de recevoir de l'empathie va lui permettre d'avoir de l'ocytocine dans son corps et du coup de se sentir mieux et de nouveau se sentir prêt à écouter, à être dans les apprentissages, etc. Donc le fait d'écouter avec empathie va faire diminuer l'état de stress des enfants. Empathie, non-jugement, confiance, présence chaleureuse. Ça, c'est toute cette ambiance, tout cet environnement qu'on va pouvoir créer autour de l'enfant va avoir des effets positifs à la fois sur le développement cognitif de l'enfant, mais aussi sur leur comportement. Si un enfant est écouté avec empathie, ça veut dire qu'il est plus sous pression avec des émotions désagréables. Mais il est en capacité à s'exprimer, à ne pas exploser parce qu'il ne sait pas comment les dire. Et ça a un effet aussi positif sur leur santé psychologique. Donc on voit vraiment l'impact énorme de l'écoute empathique sur le développement du cerveau d'un enfant. En sachant que plus un enfant reçoit de l'écoute, de l'empathie, quelque chose de sécurisant autour de lui, et plus son hippocampe dans son cerveau va se développer. Et l'hippocampe dans le cerveau, ça sert à quoi? Ça sert à améliorer sa mémoire, par exemple. Ça sert à rentrer dans les apprentissages, à réguler ses émotions, à être en capacité d'empathie. Donc on voit que plus on offre de l'empathie à un enfant, plus ses fonctions cognitives, son cerveau en entier va se développer. Donc il a vraiment besoin, et c'est un besoin physiologique, de recevoir cette empathie. Catherine Guéguen, je ne sais pas si vous la connaissez, qui écrit « Les neurosciences affectives et sociales nous apprennent que l'enfant est un être profondément social qui a besoin de s'attacher de manière sécurisante pour développer pleinement ses neurones et ses circuits neuronaux. Les relations et les expériences de ses premières années vont influencer son développement. » Donc là, elle nous redit bien que pour se développer, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité. Et que s'énerver après un enfant, on voit bien que nous, on n'est pas heureux, et l'enfant, ça ne va pas l'aider à développer son cerveau. L'effet du stress sur les apprentissages. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau des enfants est extrêmement immature. Et du coup, cette immaturité fait qu'il est extrêmement sensible au cortisol et à l'adrénaline, qui sont des hormones de stress. Donc, plus un enfant va vivre des moments de stress dans sa vie, plus les constructions dans son cerveau vont être compliquées à se mettre en place, voire parfois vont être détruites, comme on le verra tout à l'heure. Donc le stress altère le développement des neurones, c'est pas rien. Tout simplement, le cortisol et l'adrénaline, quand c'est en trop grosse dose ou trop fréquemment, ça va par exemple altérer la myéline. La myéline, c'est quoi? La myéline, c'est ce qui permet au message de passer beaucoup plus vite dans notre cerveau. Donc à l'adolescence, il y a beaucoup de myéline qui se mettent, etc., autour des neurones pour pouvoir faire des autoroutes d'information. On voit bien que si on est sous stress, en fait, ces autoroutes, elles ne vont pas se mettre en place. Ça va diminuer ce qu'on appelle la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la production de nouveaux neurones, voire même peut en détruire. Ça veut dire que si je ne peux pas fabriquer de nouveaux neurones, je ne peux pas apprendre des choses nouvelles, tout simplement. Ça inhibe la neuroplasticité, donc c'est le fait de réorganiser le cerveau, et ça réduit les télomères des chromosomes. Les télomères, c'est ce qu'il y a au bout des chromosomes et qui protège du vieillissement normalement. Ça veut dire que ça va amener des pathologies du type cancer ou des choses comme ça. Donc on voit l'effet énorme du stress sur un cerveau totalement immature d'un enfant. Donc ce n'est pas rien un enfant stressé. C'est pas juste « oh, c'est agaçant ». Non, c'est en fait hyper important à prendre en charge. Donc le stress fragilise la mémoire, le stress a des effets délétères sur l'attention, la concentration et la mémorisation. Donc on voit bien que quand on stresse un enfant pour qu'il apprenne le lièvre et la tortue beaucoup plus rapidement, en fait, la clé qu'on utilise à ce moment-là n'est pas la bonne. D'accord ? Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de changer de système.
Catherine Guéguen, dans Heureux d'apprendre à l'école, dès que le stress est là, les circuits qui nous permettent de penser, d'apprendre, de réfléchir, de mémoriser sont perturbés, voire inhibés. La peur nous rend moins intelligents car l'amygdale cérébrale, en interférant avec le fonctionnement du cortex préfrontal, diminue l'exploration, rigidifie notre pensée, conduit à la peur de toute chose nouvelle. Plus le stress est intense, plus nous sommes dépossédés de nos facultés intellectuelles. Penser clairement n'est alors plus possible. Donc ça, c'est une pédiatre qui a écrit un livre et qui a mis en avant toutes les découvertes sur le cerveau et qui a écrit ce livre que je vous conseille vraiment. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en fait, pour rentrer dans les apprentissages, les enfants, ils ont besoin de confiance en leurs compétences, d'empathie, d'écoute, de respect. En fait, tout comme nous aussi, on a besoin de ça. Et pour pouvoir changer sa pratique de parent, on a aussi besoin d'avoir toute cette bienveillance, toute cette empathie. Donc je vous invite vraiment à ne pas vous dire « mais ça fait des années que je lui crie dessus pour qu'il essaie d'apprendre plus vite ». C'est OK en fait. C'est juste se dire « moi-même j'ai été en difficulté enfant, je n'avais pas les outils pour faire autrement, comment je peux faire aujourd'hui ?» Juste ça. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'auto-empathie pour pouvoir apprendre à faire différemment. Pendant des années, quand j'étais enfant, par exemple, il y avait tout un travail d'hygiène bucco-dentaire. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération. Et pourquoi on faisait toutes ces préventions d'hygiène corporelle? C'est tout simplement que ce n'était pas du tout dans nos habitudes. Alors qu'aujourd'hui, on demanderait à des parents « est-ce que vous lavez bien les dents des enfants le soir ?» Ah oui, matin et soir. Donc on voit bien que le fait d'entrer dans l'hygiène à un moment donné corporelle, ça a été un apprentissage. Là, je vous invite vraiment à rentrer dans l'hygiène émotionnelle et relationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à l'enfant à exprimer comment il se sent et nous apprendre à recevoir comment il se sent. Au niveau relationnel, apprendre à être en relation d'une manière qui mette chacun en sécurité. Oser dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, sans blesser l'autre, mais en exprimant ce qui se passe en nous. En apprenant cette hygiène relationnelle et émotionnelle, ça va vraiment permettre à chacun justement de mettre cette sécurité physique, émotionnelle, relationnelle et psychique, dont tout le monde a besoin pour pouvoir rentrer dans les apprentissages. Les apprentissages. Si je vous dis à quoi ça sert d'apprendre, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ça sert à quoi? On n'est pas nombreux, on peut peut-être. Ça sert à quoi d'apprendre? On voit que déjà, peut-être qu'on ne sait pas... Ah. Ouais, tout à fait. Donc on voit bien que, mine de rien, quand on dit ça sert à quoi d'apprendre, il y a un petit temps de je sais pas. Pourquoi? Faut se poser la question. À quoi ça sert d'apprendre? On voit que parfois, on est rentré dans le système, il faut apprendre, mais est-ce qu'on a vérifié que pour l'enfant, ça avait du sens? Est-ce qu'il sait pourquoi il faudrait apprendre? Et c'est important de se poser la question, parce que si l'enfant pense que apprendre, c'est pour avoir des bonnes notes, en fait, ça n'a aucun sens. Parce qu'il va apprendre pour l'interro, et puis après, il oublie. Il va apprendre pour l'interro, puis après, il oublie. Alors qu'on voit bien que les apprentissages, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour aujourd'hui et demain. Donc, bien vérifier, et pourquoi pas faire un atelier philo avec vos enfants, sur à quoi ça sert d'apprendre. Est-ce que j'apprends à court terme, parce qu'il y a des interros, etc., mais que je n'ai pas vraiment de sens là-dessus? Ça, c'est ce que j'appelle l'apprentissage chasse d'eau. Parce que ce type d'apprentissage, vous faites une interro avec les gamins, une semaine après, vous refaites la même, les points, ils se sont envolés. Ils ne savent plus rien. Ils ont oublié. Donc, est-ce que l'enfant apprend à court terme ou est-ce qu'il apprend à long terme?
Et ce n'est pas la même chose que d'apprendre chasse d'eau ou d'apprendre constructif. Donc déjà, ça peut être travailler avec l'enfant sur à quoi ça sert d'apprendre pour toi. C'est quoi l'utilité ? S'il n'en voit pas l'utilité, à quoi bon se motiver ? Je ne suis pas du tout motivée à faire un truc où je ne vois pas l'intérêt. Et c'est quoi apprendre ? Bon là, j'ai été voir dans un livre. Apprendre, c'est sélectionner des informations, les traiter, les manipuler, les enregistrer en vue d'un objectif à atteindre ou de leur réutilisation future. C'est bien, ça signifie bien apprendre pour aujourd'hui et demain. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre dans nos valeurs, peut-être aussi à nos enfants ou dans nos échanges, essayer de faire comprendre à quoi ça sert d'apprendre. Petite phrase aussi de comment on apprend. Ça, c'est une prof que j'ai eue à l'université de Nantes, Agnès Florin. Dès la naissance, il est possible d'influer sur la structure du cerveau. Son architecture évolue à mesure qu'il va être modelé par les expériences. Les connexions synaptiques sollicitées vont se renforcer. Celles qui ne le sont pas vont s'atrophier. C'est ce qui s'appelle la plasticité cérébrale. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame-là ? C'est que, en fait, le cerveau, il va se modeler par rapport aux expériences qui sont autour de moi. Mais par rapport à toutes les expériences, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Donc on voit vraiment l'influence importante de l'environnement que moi, parent, je vais installer pour entrer dans les apprentissages. Et si j'ai la croyance de mon enfance que l'école, c'est de la souffrance, apprendre, c'est douloureux, et qu'en plus, il faut être le premier, sinon on n'est pas bien valorisé, ça risque de mettre une ambiance un peu tendue, même si vous ne le dites pas, ou même si vous n'en avez pas expressément conscience, votre corps parle. Et vous risquez d'être crispé face à votre enfant. Face à tout ça, on a cette porte qui s'ouvre sur les neurosciences cognitives et qui nous permet justement d'avoir beaucoup d'outils pour comprendre comment fonctionne ce cerveau. Neurosciences cognitives, c'est quoi ? Là, c'est sur Wikipédia. Les neurosciences cognitives sont le domaine de recherche dans lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition. C'est une branche des sciences cognitives qui fait appel aux neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie cognitive, à l'imagerie cérébrale ainsi qu'à la modélisation. Donc en fait, les neurosciences cognitives, elles ont été cherchées un peu partout, là où ça pouvait nous permettre de comprendre ce monde intérieur pour essayer de justement trouver des solutions pour accompagner au quotidien. Donc les neurosciences cognitives regroupent les sciences qui abordent le cerveau en tant qu'outil de traitement d'information. D'où quelques notions utiles pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Là, ce qu'on peut voir, et ce qui a été mis en avant aussi, c'est l'importance de l'attention. L'attention pour sélectionner une information. Mais pour faire attention à quelque chose, pour aussi se concentrer sur quelque chose, encore faut-il que je sache ce que je cherche. Si je vous mets face à ça et que je ne vous dis pas ce qu'il faut chercher, et je vous dis, sois attentif. Ok, à quoi? Donc on voit bien qu'en fait, pour mettre de l'attention sur quelque chose, pour être attentif, il va falloir un certain nombre de choses. Parce que être attentif, c'est quoi? C'est faire, par exemple, fonctionner sa mémoire de travail. La mémoire de travail, elle est là pour « il faut que je cherche Charlie. Charlie, il est habillé comme ça et il faut que je le cherche ». Ça veut dire que dans ma mémoire de travail, je me souviens comment est habillé Charlie et je vais commencer à le chercher dans l'image. Là, oui, je vais commencer à pouvoir mettre mon attention sur cette image-là. Être attentif, c'est quoi? C'est aussi savoir planifier et organiser les étapes. Parce que si je commence à chercher dans la page un endroit là, après là-bas, puis je retourne là-bas, et que c'est totalement désorganisé, je vais avoir du mal à le trouver, Charlie. Et l'autre chose, être attentif, c'est quoi? C'est aussi inhiber les pensées, les distracteurs. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tout simplement quand je vais poser mon attention pour trouver Charlie, si je suis en train de me dire « Oh là là, comme j'ai soif ou comme j'ai faim ou comme j'ai mal au ventre », eh ben, vous allez sûrement commencer à penser à autre chose et à ne plus être suffisamment attentif pour chercher. Et les distracteurs extérieurs, c'est quoi? C'est tout d'un coup la télé qui s'allume. Charlie, on s'en fiche un peu. Donc on va avoir du mal à le trouver. Donc on voit bien que pour que l'enfant puisse poser son attention, encore faut-il que les conditions soient là. Est-ce qu'il sait ce qu'il cherche? Parce que s'il n'y a pas d'objectif, si ce n'est pas ce qu'il faut mettre en mémoire de travail pour chercher quelque chose, ça va être compliqué. Est-ce qu'il a planifié, organisé? Est-ce qu'il arrive à inhiber les pensées ou les distracteurs? Ou est-ce qu'avant de commencer, au moins les distracteurs extérieurs, on a essayé de les mettre de côté? Et les pensées intérieures, est-ce qu'on a pris un petit temps de débrief avec papa et maman pour parler de Rémi qui a été chiant à la récré? Donc on voit bien que poser son attention, ce n'est pas forcément simple pour un enfant. Rester attentif pendant un exercice ou une explication, c'est garder notre attention stable, sans qu'elle bouge, sans arrêt. C'est comme traverser une poutre sans tomber. Apprendre à se concentrer, c'est développer son sens de l'équilibre attentionnel. Donc on voit toute la difficulté pour un enfant et pour un adulte aussi, de garder son attention sur l'objectif. Donc l'idée, ça va être aussi d'accompagner votre enfant pour que, avant qu'il commence, il ait toutes les conditions nécessaires pour se sentir psychiquement disponible. Et s'il est en difficulté en cours de route, de pouvoir lui donner des petits trucs et astuces pour remettre son attention au bon endroit. Mais l'attention, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'enfant s'engage activement et positivement. S'il a un exposé à faire et qu'il est motivé, généralement, ça se passe super bien. Mais il y a des fois, ça ne se passe pas très bien, il n'a pas très envie. Donc face à ça, face à un enfant qui ne s'engage pas, de quelle manière différente de ce que je fais habituellement, si je lui dis « c'est obligatoire, tu le fais maintenant », ça ne marche pas. Donc là, l'idée, c'est de voir quelles questions je peux poser à l'enfant pour lui permettre de se mettre en mouvement à l'intérieur. Et là, je vais vous en proposer 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Il ne faut pas toutes les dire d'un coup, parce que là, je vais vous les présenter, mais vous en piochez une parmi les 7-8, si vous avez besoin de remotiver un enfant dans l'engagement. Une première chose que vous pouvez lui dire, face à un exposé qu'il aurait à faire, qu'est-ce que tu connais déjà sur ce sujet? C'est une phrase simple. Il n'y a pas du tout de jugement de pourquoi tu n'as toujours pas commencé. C'est simple. Qu'est-ce que tu connais déjà sur ce sujet? Et cette simple phrase, et après vous le laissez cogiter, ce n'est pas la peine de le harceler de questions et qu'il te réponde tout de suite maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste permettre au cerveau de se mettre en mouvement. Qu'est-ce que je connais déjà? Qu'est-ce que je ne sais pas? Si, je connais ça. Bon. Ça va lui permettre déjà de trier un petit peu. Ça veut dire qu'on le guide à voir plus clair dans son propre cerveau. Une autre question qu'on peut lui poser, comment vas-tu faire pour réaliser ton exposé? Là aussi, on l'encourage à essayer d'imaginer comment il va pouvoir découper ça par étapes, par exemple. D'autres questions pourraient être, comment comptes-tu faire pour rester concentré sur cette activité? Parce que là, tu me dis que ce sujet-là d'exposé, qui est imposé, toi, tu n'aimes pas. Et en même temps, va falloir le faire. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour rester suffisamment concentré et le faire, cet exposé? Ça veut dire qu'on ne lâche pas sur le fait, c'est bon, on ne fait pas l'exposé, on s'en fout. Non, on est là pour cadrer, sécuriser et trouver les moyens d'encourager l'enfant à aller jusqu'au bout de son objectif. Raconte-moi comment tu as fait la dernière fois pour réaliser un exposé. Donc là, on va lui dire, est-ce que tu peux te souvenir de ce que tu avais fait les dernières fois? La dernière fois, j'avais fait ça, mais en fait, j'aime pas. Ah, donc là, en fait, c'est peut-être ça qui bloque. C'est que la dernière fois, il avait fait une méthode, en fait, il n'a pas envie de refaire cette méthode-là, il n'a pas d'autre solution pour le moment. Donc là, déjà, vous avez avancé d'une petite marche. On peut aussi encourager. Hier, tu as avancé sur ça. On va décrire ce sur quoi il a avancé. Que comptes-tu faire maintenant pour poursuivre ce projet? Ça veut dire que là, on lui dit, moi j'ai vu que tu avais déjà monté une première marche.
Est-ce que là, tu sais comment faire pour monter la deuxième marche? Il ne faut pas que je tombe. Et si on a oublié, avant de lui proposer de faire l'exposé, on peut revenir aussi aux premières questions qu'on aurait peut-être pu lui poser. C'est « Comment tu te sens là ?» Ou « Est-ce que tu as quelque chose qui te bloque là pour avancer ?» Et là, vous êtes sûr que votre enfant, il va se sentir en sécurité émotionnelle, relationnelle, psychique. Il a envie de vous partager là où il en est. Et le fait de pouvoir partager, dire les choses, ça soulage son corps de toutes les tensions et son esprit, son cerveau est de nouveau en capacité à réfléchir, à fonctionner pleinement. Donc l'engagement actif est vraiment très important. Plus vous serez à l'écoute et en lien de manière sincère et authentique, plus l'engagement actif pourra se mettre en route. En sachant que l'engagement peut se faire uniquement si le challenge est faisable par l'enfant. Si on lui dit « vas-y, tu peux le faire », il va avoir un petit sentiment d'échec. Parce qu'en fait, ce qu'on lui propose là est beaucoup trop compliqué. Et en même temps, si on lui propose quelque chose de beaucoup plus simple, il va s'ennuyer. Ça veut dire qu'il va falloir trouver la juste marche où à la fois il va pouvoir y arriver et en même temps apprendre de nouvelles choses. Donc ça demande à être attentif, à être dans l'observation de l'enfant. Et par rapport à tout ce que l'enfant va faire, il va falloir aussi lui faire des retours d'informations sur est-ce que c'est réussi ou pas réussi son truc. Et pour ça, je vous propose vraiment, quand les enfants ont déjà une dizaine d'années, de leur proposer d'aller vers des exercices qui sont autocorrectifs en fait. Ou, par exemple, sur les téléphones, il y a plein d'applications qui peuvent vraiment être aidantes. Je revois mon fils qui était en difficulté avec la conjugaison. Il était hyper content d'apprendre parce que là, c'était une machine qui lui disait « ça c'est bien, ça c'est erreur ». Alors que quand c'est moi, c'est erreur. Je suis un peu agacée au bout de la 10e fois. La machine, elle ne s'agace pas. C'est quand même assez magique. Donc on verra tout à l'heure que pour les enfants en bas âge, on va éviter les écrans. Mais en tout cas, pour les enfants qui ont déjà des relations quotidiennes avec des adultes, le fait, une fois que l'adulte a expliqué, a accompagné, de pouvoir s'entraîner en toute autonomie et avoir quelque chose d'autocorrectif au niveau de l'estime et de la confiance en soi, on y gagne en fait. Et parfois, c'est à nous, adultes, de faire des retours. Donc, de quelle manière je peux faire des retours à mon enfant sans le décourager, sans lui couper l'herbe sous le pied dans son engagement et son envie de continuer? Et là, je vais vous proposer quelques petites questions que vous pouvez dire à votre enfant. Alors, je me doutais qu'il serait tout petit, donc je l'ai découpé en deux. Donc les questions favorisant l'apprentissage dans un lien sincère et authentique pour accompagner les enfants, c'est par exemple les questions ouvertes. Comment? Qu'est-ce qui fait que? On imagine un tout petit qui nous dit 3 plus 3 égale 9. Plutôt que de lui dire « ah non, ça fait 6 », qui en fait lui coupe l'herbe sous le pied, parce qu'il n'a pas eu ce temps de réflexion, lui dit « t'as faux », déjà j'ai faux, je ne suis pas content quand tu me dis ça. Donc son cerveau a tendance à se couper, et nous on lui donne la réponse aussitôt. Pour la retrouver après dans son cerveau, ça va être hyper compliqué en fait. Donc l'idée là, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que pour toi, 3 plus 3 égale 9 ? Et on se montre nous-mêmes plein de curiosité sur comment fonctionne son cerveau à lui actuellement. Et là, il n'y a pas de jugement. On aide juste l'enfant à savoir comment fonctionne son cerveau. En soi, nous, en tant que parents, j'ai envie de dire, on s'en fiche du résultat. L'idée, pour moi en tout cas, en tant que parent, qui est important à transmettre à mes enfants, c'est qu'ils apprennent comment leur cerveau fonctionne pour qu'ils soient motivés à apprendre toute leur vie. Pas qu'ils aient la bonne réponse aujourd'hui et maintenant, ça je m'en fiche un peu. Je sais pas si... Donc les questions ouvertes en tout cas, qu'est-ce qui fait que pour toi, blablabla. Bla, bla, bla. Et si l'enfant reste un peu à pas savoir quoi dire, on peut lui dire, par exemple, regarde, là on dirait que les perles c'est des bonbons. Les bonbons c'est toujours motivant.
j'en mets 3 ici et j'en remets 3 là. Tu pourrais en manger combien? Et là, l'insight, il y a une espèce de truc, ah mais j'ai compris. Ça fait que 6 en fait. Un peu déçu. Il aurait préféré 9. N'empêche que la prochaine fois, quand il aura 3 plus 3, son cerveau pourra dire « ça fait 9 ». Ah mais non, mais ça fait pas 9, ça fait 6. Parce que dans son cerveau, c'est lui qui a cheminé pour trouver la solution. Est-ce que vous voyez la différence entre un parent qui apporterait tout de suite la solution ou laisser l'espace à l'enfant de chercher à l'intérieur? D'autres choses, si l'enfant est en train de vous raconter tout le 3 plus 3 égale à 9, ah oui, alors c'est-à-dire plus précisément, là encore, c'est des questions pour montrer notre curiosité sur son cheminement à lui. Faire des acquiescements, d'accord. Ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas du tout dans le jugement, je suis en train d'écouter, toi, ton monde, comment tu fonctionnes. Et c'est ça qui m'intéresse. D'autres questions qu'on peut, d'autres phrases en tout cas qu'on pourrait transmettre à un enfant qui se décourage et qui pourrait dire par exemple « j'y arriverai jamais ». Plutôt que d'essayer de le rassurer « mais si, j'ai confiance en toi, je suis sûre que tu vas y arriver ». Qui en fait, il n'a pas été entendu dans ses peurs à lui. Donc parfois, quand un enfant peut nous dire « j'y arriverai jamais », jamais. Ben non, parce que... Et puis peut-être qu'il va nous raconter toute l'émotion qu'il a par rapport à ses peurs de ne pas y arriver à un moment donné. Et c'est le fait d'avoir cet espace pour partager ce qui se passe dans son cœur, dans son corps, qui va lui permettre ensuite de « ah, je me sens mieux, allez, on s'y remet ». Ça marche. Les phrases en suspension, tu me dis que c'est impossible pour toi parce que... Et on le laisse parler. On peut aussi reformuler de manière partielle ou totale. Pour toi, c'est pas possible parce que c'est bien ça, on vérifie qu'on ait bien compris. Et la reformulation totale, c'est donc là en fait, ce que tu me dis en résumé, c'est que pour toi, patati pataquès, patati patata, est-ce que c'est bien ça? Oui. Et là, vous êtes sûr que votre enfant, au niveau de sa sécurité, au niveau de son intelligence relationnelle et émotionnelle, ça fleurit à l'intérieur. Donc ce n'est pas une perte de temps, même si on a zappé le 3 plus 3 égale 9 depuis tout à l'heure, c'est hyper constructif à l'intérieur de passer par là. Petite phrase de Rémi Samier et Sylvie Jacques, un apprentissage est réussi s'il permet une restitution adaptée, rapide et peu coûteuse. Et là on voit bien que si c'est le parent qui a donné la réponse, l'enfant il ne pourra jamais la retrouver sa réponse. Alors que si, à chaque fois qu'il voit 3 plus 3, il se dit « ah, c'est pas 9, c'est 6 », au fur et à mesure qu'il va être confronté, il va aller de plus en plus vite pour retrouver son 6. Parce qu'il a cheminé dans son cerveau à lui. C'est pas quelqu'un qui lui a lancé « c'est un 6 » et qu'il n'a pas du tout mémorisé d'où ça venait et qu'est-ce que j'en fais de ce chiffre-là. Notre cerveau fonctionne avec 3 systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, ça va être écrit petit pour ceux du fond. Le système 1, c'est le système qui est rapide, qui est automatique et qui est sans effort. Et le système 2, c'est un système un peu plus analytique, qui est beaucoup plus réflexif, qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps, qui demande des efforts. Et ces 2 systèmes, on pensait que c'était vraiment ça qui était dans les apprentissages. En sachant que, pour vous donner un exemple de système 1, système 2, la première fois que vous avez conduit une voiture, vous avez bien vu que ça demandait beaucoup d'efforts. Moi, je conduisais un quart d'heure, j'étais HS, j'étais extrêmement fatiguée. Aujourd'hui, je conduis 2 heures, je me dis ouais, il faudra peut-être que je m'arrête parce que la sécurité routière a dit que sinon, c'est pas bien. Mais sinon, je ne me sens pas plus fatiguée que ça. Donc on voit bien qu'à un moment donné, c'est devenu automatique. Donc c'est nécessaire. Les automatismes sont vraiment nourrissants. Et en même temps, des fois, ces réponses automatiques qui ont été apprises à un moment donné, elles peuvent nous mettre en difficulté parce qu'elles nous empêchent de revenir sur notre réflexion. Et en fait, Olivier Houdet a découvert qu'existait en nous aussi un système 3. Le système 3, c'est un système d'inhibition
qui s'éveille au fur et à mesure des années et qui a une fonction d'arbitrage. Le système 3, il sert à quoi? Il sert à dire au système 1, hop, calme-toi, va peut-être falloir réfléchir. Exemple concret, non, je vais d'abord vous faire le Olivier Houdet. Donc, ce qu'il dit dans son livre, l'enseignement repose toujours sur l'idée qu'il faut accumuler et activer des fonctions cognitives et jamais sur l'idée de travailler sur les capacités d'inhibition. Alors que ce qui est important, c'est de travailler sur ces capacités d'inhibition. Si je vous montre ce chat qui est persuadé que la sortie, c'est par cette porte ici, il a toujours utilisé la porte pour sortir. Ben, il est bloqué. Donc on voit bien que parfois le système 3 peut nous aider à recommencer à réfléchir à une autre solution qui serait un petit peu plus adaptée. L'importance du système 3 est qu'il va nous permettre de rentrer dans de nouveaux apprentissages. Si je vous montre ça, on a rabâché toute l'année à l'enfant, les bonbons sont sur la table, quand tu vois lait, tu mets un S au mot qui suit. On lui a répété, on a réussi, c'est bon, à chaque fois qu'il voit lait, il met un S. Il passe en classe suivante. Je les mange. Mais tu m'avais dit. C'est chaud. On lui a rabâché que quand il y avait lait, il fallait mettre un S, puis là, il ne faut pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fait cet automatisme, lait, je mets un S, et tout d'un coup, ah oui, il y a une nouvelle règle, il va falloir que je change. Et ça demande un effort. Donc notre cerveau automatique peut faire des erreurs. Ça, c'est aussi important de transmettre ça aux enfants, le fait que parfois on peut faire des erreurs, et en plus c'est OK. L'idée, c'est juste se dire, est-ce que je m'en rends compte à un moment donné? Est-ce que j'en prends conscience? Est-ce que j'arrive à avoir un esprit critique et à prendre du recul? Si je vous montre ça, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que c'est la ligne du haut ou du bas qui est la plus longue? On a l'impression visuelle que c'est celle du bas qui est plus longue. Et pour autant, elles font exactement la même longueur. Pareil ici, le rond orange, il est plus gros à gauche ou à droite? En fait, ils font exactement la même taille. Donc on voit que notre cerveau, il est super sympa, mais des fois, il bug un peu. Donc à nous d'y faire attention et de nous éduquer nous-mêmes. Si là, je vous dis de les lire, vous allez me les lire hyper vite. Rouge, vert, bleu. Si je vous dis de dire la couleur à laquelle sont écrits les mots, bleu, rouge, vert, dire qu'il y a un temps de réflexion, on est obligé de dire ne lis pas le mot, dis la couleur. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on a automatisé quelque chose à un moment donné. Donc l'idée pour encourager nos enfants à rentrer dans les apprentissages, c'est aussi de leur offrir des moments où ils vont s'entraîner à sortir de leurs automatismes, en fait. Donc là, je ne sais pas si je vous donne le défi de dire que les couleurs. Et vous allez voir que quand on s'amuse à le faire, il y a un moment donné, on y arrive, et puis il y a un moment donné, notre cerveau, il fatigue, et là, on se fait avoir. Et il y a un jeu qui existe, qui est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre en compte le fait que c'est écrit jaune, donc on va pouvoir accorder avec du jaune et rouge aussi. Neuromythe sur les idées fausses en fait, qu'on a sur le fonctionnement du cerveau. Et là, j'ai envie de dire, système 3, es-tu là? Premier mythe, les écrans et les sites éducatifs permettent aux enfants très jeunes d'entrer dans les apprentissages. Faux. Pendant plusieurs années, on a pu voir des programmes, vous savez, où on parlait en anglais des tout petits, on mettait de la musique, Mozart, machin. Ça, c'est OK, on est vraiment dans quelque chose où, à la limite, on est en contact avec l'enfant. Par contre, mettre un enfant face à un écran tout petit, il est là, totalement absorbé, il n'a aucune relation avec un être vivant autour de lui,
là, ça pose un peu plus problème. Parce que, en fait, quand on est petit, pour développer pleinement notre cerveau et nos cellules, j'ai un trou de mémoire sur un des trucs que je voulais vous dire, c'est pas grave. En tout cas, on voit bien que au niveau du développement du cerveau, il y a des choses qui vont avoir du mal à se développer si je ne suis pas en lien avec des êtres vivants, parce qu'on est des êtres sociaux. Et que pour développer mon intelligence, j'ai besoin d'être en lien avec des gens, et non pas avec une machine. J'ai besoin que quand je fasse quelque chose, il y a un regard pétillant qui me regarde et qui m'encourage, plutôt qu'une machine qui dit « c'est bien, continue ». C'est pas ça, être humain. Deuxième croyance, tous les écrans sont nocifs pour les apprentissages. Non, c'est faux. On l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent être utiles, par exemple, pour que l'enfant puisse créer des QCM, par exemple, et puisse, en autonomie, s'interroger sur tel ou tel chapitre. Voire même le parent, tout à l'heure, qui détestait les cours d'histoire et qui voit son enfant en difficulté, cherchons ensemble une vidéo sur ce cours d'histoire qui soit adaptée et qui te permette de comprendre les choses. Donc tous les écrans ne sont pas enlevés, au contraire. Le soir, il faut répéter en boucle une leçon jusqu'à la savoir par cœur de manière mécanique. Faux. C'est ce qu'on a vécu en tant qu'ex-enfant. On nous faisait rabâcher. En fait, aujourd'hui, on sait que pour mémoriser pleinement, il vaut mieux en faire des petits bouts, comme ça, chaque soir ou chaque semaine, et réactiver régulièrement. C'est ça qui va être porteur. C'est pas d'apprendre, ça c'est l'apprentissage chasse d'eau, en fait, si on essaie d'accumuler tout un seul soir. Selon les personnes, nous serions plutôt cerveau gauche ou cerveau droit, donc plutôt rationnel ou créatif. Je suis désolée, moi-même j'y ai cru il y a 10 ans, mais en fait c'est faux. Les sciences aujourd'hui nous prouvent que non, on n'est pas cerveau droit ou cerveau gauche, on n'est pas plus rationnel ou créatif. D'ailleurs, quand on y pense, on se dit en fait si on a cette croyance qu'on est plutôt créatif, peut-être qu'on est en train de soi-même de se fermer la porte du rationnel et inversement. Donc, évitons de se poser des étiquettes et voyons notre cerveau comme pleinement efficace pour tout. Tout se joue avant 3 ans. Faux. Ça a pu faire pas mal de malheur, ça, dans les familles, de voir, oh là là, tout se joue avant 3 ans. Après, il y a eu un autre bouquin, tout se joue avant 6 ans. Ça te met un peu moins, une marge un peu plus haute, mais ça fout la pression. Alors que pas du tout, en fait, on peut apprendre toute sa vie. Alors oui, il y a des choses où ça va être compliqué si, dans la petite enfance, j'ai reçu des maltraitances graves. Et où ça a fait que mon cerveau, il n'a pas pu se développer à un certain moment donné sur certaines choses. Donc oui, ça peut avoir un impact quand on a de graves maltraitances. Mais en fait, le cerveau, il peut vraiment si les conditions sont là, encore une fois. S'il y a du stress, je vais avoir du mal à fabriquer de nouveaux neurones. Mais si les conditions sont là, je suis en capacité à refabriquer. Et théorie des intelligences multiples, linguistiques, spatiales, logico-mathématiques, musicales, naturalistes, etc. Pendant longtemps, on a cru qu'on était soit l'un, soit l'autre, etc. En fait, on est tout ça. Donc ne nous fermons pas les portes. On n'est pas juste linguistique. Moi, je suis linguistique, c'est pour ça que les mathématiques, j'y arrive pas. En fait, c'est juste que j'ai besoin de m'y entraîner, mais en fait, toutes nos intelligences sont pleinement là. Donc ne fermons pas les portes à notre cerveau. Cerveau et apprentissage. Dans les apprentissages, ce qui peut revenir aussi comme difficulté en tant que parent, c'est de se dire combien de temps mon enfant peut se concentrer. Et là, il y a un petit côté des fois hyper frustrant parce que d'un enfant à l'autre, ils n'ont pas les mêmes capacités de concentration. Et en même temps, ça ne sert à rien de foutre une pression à quelqu'un pour qu'il se concentre, ça va juste lui générer du stress. Donc combien de temps un enfant peut-il rester concentré? L'idée, ça va être d'abord d'observer votre enfant. Est-ce que là, votre enfant est celui-là, pas l'autre à côté, pas celui de la voisine? Est-ce que votre enfant là, dans ce que vous observez, est-ce qu'il est en capacité à rester concentré ou est-ce qu'il a besoin d'une pause? Donc, pour la concentration, déjà, ça va dépendre de l'âge. Plus l'enfant est petit et plus c'est compliqué de se concentrer longtemps. Le degré de motivation aussi. La motivation face à l'activité ou l'objectif à atteindre. Si je ne suis pas motivée,
j'arrive pas à me concentrer, je pense à autre chose, moi. Le degré de difficulté de la tâche, si c'est beaucoup trop compliqué, je suis démotivée. Si c'est trop facile, je m'ennuie. La pression que l'enfant ressent de l'extérieur, est-ce que le parent met une pression « concentre-toi » ça fait du stress, j'y arrive plus. Est-ce que les émotions ressenties à l'intérieur, est-ce que les émotions que je ressens au moment où je dois me concentrer, est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Et encore une fois, si c'est des émotions inconfortables, j'ai avoir du mal à me concentrer. Ça peut être aussi le niveau de fatigue physique ou mentale. Ça ne sert à rien de dire à un enfant « tu finis et après tu pourras te reposer ». Vous imaginez bien que si votre voiture n'a plus d'essence, vous ne lui dites pas « tu vas jusqu'à Poitiers et après je te remets de l'essence ». Ça ne marche pas en fait. Donc bien prendre en compte que oui, un enfant peut être réellement fatigué et ne plus être en capacité à se concentrer. Et l'environnement, est-ce que la pièce est éclairée, suffisamment aérée, ordonnée? Est-ce qu'il a la possibilité de poser une page à 4 ou pas du tout? Est-ce que la télé est allumée à côté? Donc tout ça, ça va jouer sur sa concentration. À retenir, comment je sais ce que je sais? L'importance de rester sceptique et curieux. Donc vraiment, encouragez votre enfant à ne jamais être sûr de lui, c'est chouette en fait. Ça veut dire que je suis tout le temps en mouvement dans mon cerveau. Alors que quand j'ai des certitudes, je risque de rester sur mes croyances et de ne plus y bouger. Juste pour le petit truc, le petit aparté, moi il m'arrive parfois, j'adore me former en fait. Je suis formatrice mais j'adore aller me former à droite à gauche. Donc je fais toujours 2-3 formations dans l'année. Et il y a toujours un moment donné où j'ai la curiosité d'aller m'inscrire à une formation où je me dis n'importe quoi. Et je me dis, c'est pas du tout quelque chose qui à la base m'intéresse, c'est à l'encontre de ce que je pense juste à faire ou pas faire. Et en même temps, en y allant, je trouve que ça ouvre vachement l'esprit, de se dire « Ah ouais, c'est pour ça qu'ils disent ça comme ça. En fait, ça, je veux bien le prendre, ça m'intéresse. » Et du coup, ça ouvre des portes, plutôt que de rester « Non, mais c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est bon. » Du coup, je me ferme des portes dans mes apprentissages. Outils et situations concrètes au service des apprentissages. Déjà, bien prendre en compte que dans les apprentissages, ce n'est pas juste des apprentissages scolaires. Apprendre au quotidien, à la maison, c'est par exemple un enfant qui va apprendre à se laver les mains, à s'habiller, à se coiffer, à se laver les dents, à participer à la vie de famille en mettant des choses dans le lave-vaisselle, en vidant le lave-vaisselle, en aidant à étendre le linge. Tout ça, il est déjà dans les apprentissages et dans le fonctionnement de son cerveau sur justement des apprentissages futurs aussi, de planification. Comment je m'organise pour vider un lave-vaisselle? Comment je m'organise pour aller prendre ma douche? Je ne peux pas y aller d'abord, je me mets sous l'eau, après j'enlève mes vêtements. C'est un truc tout bête, mais ça veut dire qu'il va falloir penser avec des étapes. Et au quotidien chez nous, c'est aussi tous les jeux qui sont présents. Jeter des dés, les additionner quand on fait le jeu de loi. Mais l'enfant est déjà dans les apprentissages. Quand il faut classer des cartes, du plus grand au plus petit, ils sont déjà dans les apprentissages. Donc on voit bien que en fait, les apprentissages, ce n'est pas juste les apprentissages scolaires. Nous, parents, on a toute cette possibilité d'entrer dans la joie des apprentissages. Donc le quotidien, chez nous, à la maison, va entraîner les capacités du cerveau aux apprentissages avec l'attention, la planification, la mémorisation, la réflexion, la compréhension, l'imagination. Tout ça est développé quand vous êtes avec votre enfant et que vous l'aidez à participer aux tâches ménagères, par exemple. Parce que beaucoup, on se dit « mais non, ça c'est un truc d'adulte, on ne va pas le faire faire », alors que les enfants ont vraiment de la joie à faire ça. Moi, je me souviens des premières fois où je me sentais dépassée, je me disais « il y a les devoirs à faire, il y a machin, il y a bidule, mais ouais, mais il y a le linge à étendre ». Et là, je me suis dit « mais attends, on va se calmer déjà ». Il y a 2 enfants, ça fait 3 personnes pour étendre le linge, on va le faire. Et en fin de compte, ça se faisait d'une manière où on discutait, on papotait, on passait un chouette moment à étendre le linge. Et ça veut dire que là, au niveau de la charge émotionnelle, par exemple, si l'enfant était chargé, c'était aussi l'occasion d'échanger et de partager avant de se mettre au devoir. Des jeux aussi pour maîtriser notre système 1 qui est parfois un peu trop automatique. Vous savez, on a tous joué à Jacques Addy, Ni oui ni non, 1, 2, 3 soleil. Mais ce
qu'on ne voyait pas, c'est toute cette importance que ça a dans le développement du cerveau de l'enfant. Quand on joue à 1, 2, 3 soleil, le fait que mon corps, il a vachement envie d'avancer, mais il faut que je me retienne. J'ai envie de dire oui, mais il ne faut pas le dire. Faut pas dire non. On voit toute l'énergie que ça demande, même pour nous adultes. Et ben ça apprend à maîtriser quelque part. J'ai envie de dire ça, mais il va falloir que je me retienne pour dire autre chose. Et c'est chouette. Et là, vous jouez, vous êtes dans la joie avec votre enfant. Et tous les jeux ont cette fonction-là. Anagramme, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Donc, on a un mot et il faut trouver le mot qu'on pourrait faire. Donc, ange, nage, image, magie, etc. Donc là, on s'ouvre sur quelque chose de fantastique au niveau des apprentissages, tout en jouant en fait. L'enfant apprend le repérage visuel, la flexibilité, la planification, l'inhibition du mot lu pour en trouver d'autres avec les lettres qu'on va mélanger. C'est hyper riche en fait quand on joue à des jeux de société avec nos enfants. Le 6 qui prend, je ne sais pas si vous connaissez. Des jeux de chiffres, là pareil, l'enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre? La planification, l'attention, la manipulation mentale des quantités, le calcul des grandeurs, la gestion de la frustration, parce que merde, je me prends toute la ligne. Mais tout ça, c'est chouette pour le développement des fonctions de l'enfant. Ouga Bouga, moi j'adore. Je sais pas si il y en a qui connaissent dans la salle Ouga Bouga. Je vous laisserai découvrir, mais vraiment c'est un jeu de mémoire, hein, encore une fois, où au fur et à mesure qu'on tourne une carte, il faut se souvenir de toutes les séquences. Donc par exemple au début c'est Ouga, on désigne quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut toujours être attentif et toujours mémoriser, parce qu'on ne sait pas qui va devoir redire. Ouga A, eh ben, la personne va retourner une deuxième carte, elle va peut-être avoir à taper du pied ou je ne sais quoi. Ouga A, et à la troisième personne. Et ça veut dire qu'il va falloir enregistrer et enregistrer au fur et à mesure. Et c'est chouette, là aussi, pour l'enfant. Oui. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend totalement des enfants. Faut quand même être en capacité de mémoriser, de ne pas être trop frustré. J'irai vers 10 ans. Ouais. Mais ça dépend vraiment des enfants et ça dépend aussi, on peut aussi changer les règles du jeu et faire juste 5 cartes, par exemple. Et là, du coup, on peut s'amuser avec des plus jeunes. Contrario. Contrario, là, il va falloir trouver... donc, il y a le fait, par exemple, là, il y a une âme d'asperge et il va falloir trouver soit des mots similaires, soit opposés. On ne sait pas si ça va être la même chose ou le contraire. Et par exemple, une âme d'asperge, il fallait trouver un cœur d'artichaut. Les 6 horreurs de l'humanité, c'est les 7 merveilles du monde. Et là aussi, ça demande à réfléchir, c'est l'inverse, c'est pas l'inverse. Donc là aussi, vous allez pouvoir passer des bonnes soirées à vous amuser. Et c'est pas juste du jeu, ça apprend vraiment à l'enfant à réfléchir, à faire fonctionner son cerveau. Et c'est pas rien. Je vous donnerai tout à l'heure dans la bibliographie un PDF en ligne qu'on peut trouver facilement et qui décrit beaucoup de jeux pour les tout-petits et ceux-là aussi, hein, et sur ce que ça peut amener pour les enfants. Accompagner les devoirs scolaires. Alors déjà, j'ai envie de dire, la relation au devoir, comment trouver sa place en tant que parent. Déjà, nous ne sommes pas des enseignants en fait. Et parfois, parents, on pense que il faut faire comme le ou la prof a fait. Alors que, bizarrement, on ne se dit pas « Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Tu as mangé riz, brocoli ?» Au fait, ok, je te refais la même chose ce soir. Personne ne fait ça. Donc, il va falloir vraiment se dire « Je ne suis pas un enseignant, je vais faire à ma manière par rapport à qui je suis et par rapport à qui est mon enfant. » Nous sommes un accompagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, je ne fais pas la place de l'enfant. Ce n'est pas l'aider, en fait, de faire à sa place. Moi-même, quand j'étais enfant, ma mère, et pensant bien faire, elle me dictait tout ce qu'il fallait faire. Et ça veut dire que, en fait, j'étais dans ma chambre, j'étais là, j'attendais qu'elle arrive, et puis j'entendais les pas dans le couloir.
Et là, je commençais à dire « Ah, j'y arrive pas ». Elle ouvrait la porte « J'y arrive pas ». J'avais pas du tout cherché. Et elle me disait « T'écris ». Et puis elle me disait ce qu'il fallait écrire. Résultat, l'interro après, j'avais 0 parce que j'avais rien compris en fait. Donc c'est pas aidant de faire à la place de l'enfant. Ce qui est utile, c'est d'aider à accompagner l'enfant à comprendre comment il fonctionne, de quoi il a besoin pour avancer. Et nous pouvons guider si besoin. Donc effectivement, on peut l'aider à s'organiser, etc. Mais surtout, le guide, en tant que guide, on doit le laisser aussi dans cet espace sécurisé. On doit le laisser se tromper. C'est OK de se tromper, en fait. C'est un apprentissage aussi de se tromper et de se dire de quelle manière je peux faire différemment et ne pas juger l'enfant là-dessus. Le parent est comme un médiateur, c'est-à-dire que le parent est pleinement présent. Il offre un cadre qui est empathique et plein de sécurité à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce cadre, l'enfant a le droit de chercher, rater, explorer à son propre rythme. Il est libre dans ce cadre qui est plein de sécurité. Il est libre pour apprendre comment fonctionne son cerveau et faire des apprentissages. La place du parent, déjà, nous, ce qu'on peut gérer, c'est l'environnement. Comme on disait tout à l'heure, s'il y a la télé allumée, ça va être compliqué pour lui. Donc, aider les enfants à se concentrer, ça veut dire qu'on va se préparer avant même de débuter. Donc, éviter les distracteurs, comme la télé, les écrans, etc. Privilégier une salle calme. Demander à l'enfant comment il se sent. Là aussi, on a vu que ça pouvait être important pour lui. Poser des questions qui ouvrent, comme on a vu tout à l'heure le mapping que je vous avais mis. Voir les questions qui ne sont pas jugeantes, mais qui aident l'enfant à se positionner et à avancer. La place du parent, c'est aussi dans la gestion du temps, surtout pour les petits. C'est-à-dire que si on me dit tu fais ça et il ne sait pas pendant combien de temps, c'est décourageant. Alors que s'il y a un timer et qu'il sait que cette activité-là, il fait pendant 10 minutes, puis après on passe à autre chose, là je suis un peu plus motivée. Donc ça peut être un détail, mais qui peut faire beaucoup. La place du parent aussi, c'est installer des routines. Par exemple, avant de commencer les devoirs, on va prendre le temps de respirer calmement. Donc là, par exemple, c'est on inspire pendant 4 secondes, on garde les poumons pleins pendant 4 secondes et on souffle pendant 4 secondes. On reste 4 secondes les poumons vides et on fait ça 2-3 fois. Vous allez voir que même vous allez être beaucoup plus serein après avoir fait ça. Quand en plein milieu d'un exercice ou de quelque chose que l'enfant doit faire, on sent qu'il n'est plus du tout concentré et qu'il a du mal à rester sur son activité, ça peut être lui proposer de s'arrêter, ce qu'il est en train de faire, et lui proposer de respirer calmement. Et après ces 3 respirations, prendre le temps d'observer. Observer sans juger, nommer ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans le corps, ce qu'on ressent comme émotion, ce qu'on pense. C'est-à-dire avoir un temps où là, je dis ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je fais un espèce de petit scan, de petit bilan de là où j'en suis. Et ça va vraiment aider l'enfant à se poser, à savoir pourquoi il n'arrive pas à se concentrer là. Et ensuite, passer à l'action, prendre une décision. Est-ce que là, tu te sens OK de continuer ou est-ce que tu te sens vraiment fatigué ? Ça ne sert à rien, encore une fois, de dire à la voiture, va jusqu'à Poitiers, je te mets de l'essence après seulement. Si l'enfant n'est plus en capacité, il n'est plus en capacité. Ça marche ? Place du parent, c'est aussi segmenter en planning et petites tâches. Parce qu'un enfant, parfois, il se dit, il faut faire un exposé. Mais c'est énorme. Il ne sait pas par où commencer. Donc nous, parents, on peut l'aider à segmenter et à y voir plus clair sur comment on va pouvoir s'organiser pour qu'il fasse cet exposé. Donc, attitude en tant que parent, c'est parler dans un esprit positif. Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant ? Comment tu vois ça ? C'est aussi faire confiance en son enfant. Chacun va aller à son propre rythme. C'est rester calme et empathique pour se dire je vais faire baisser les hormones de stress et je vais plutôt faire augmenter l'ocytocine qui est l'hormone du bien-être et qui va aider l'enfant dans les apprentissages. C'est énormément favoriser le jeu. Le jeu va vraiment être utile pour nous parents.
Et établir une relation parent-enfant qui est sécurisante pour que l'enfant puisse rentrer dans les apprentissages. Et vous allez me dire, ouais, mais quand l'enfant bloque, je fais quoi? C'est bien mignon. Quand l'enfant bloque, ben dans ce cas-là, partez dans sa chambre ensemble et faites plein de trucs incroyables. Ça veut dire que l'enfant, il ne comprenait pas les fractions, mais je vous assure qu'avec ses Legos, il va vachement mieux comprendre. Pareil, là, pour les plus grands, plus petits, c'est vachement plus visuel. Il manipule, il fait plein de choses différentes, il est en mouvement. Et ça va vraiment l'aider. Et pareil, la symétrie, il y a certains enfants qui vont avoir des difficultés à tracer des règles avec un crayon, machin, ils ont du mal, ils n'y arrivent pas, alors qu'avec les Legos, ils vont y arriver. Et s'ils ont besoin d'abord de passer par des gros Legos pour faire de la symétrie, c'est OK en fait. On n'a pas besoin d'être parfait et de tout savoir du premier coup. Donc on voit bien que déjà, peut-être sortir du carcan de l'école qui nous fait croire qu'il faut faire comme à l'école, et en fait s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus imaginatif, d'être beaucoup plus dans la créativité avec les enfants. Petit exemple, par exemple, c'est illisible mais c'est pas grave, c'est un cours d'histoire, Première Guerre mondiale. Où l'enfant, par exemple, là au lycée, doit apprendre des trucs avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Russie. Elle dit, mais j'y arriverai jamais à tout me retenir, là, punaise. Alors, soit on lui dit d'apprendre par cœur et ça n'a aucun sens, soit on l'aide à y voir plus clair là-dedans. Et par exemple, ça peut être, l'Allemagne, pour toi, ce serait représenté par quoi? Par quel objet dans la maison? Bah, l'ours, ok. L'ours, on le pose où? Là, ok, on le pose là. La Grande-Bretagne, ah ben la couronne des rois qui est sur le buffet depuis janvier. Ah ok. Ça, pour toi, ça représente la Grande-Bretagne. L'Autriche-Hongrie, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça me fait penser à autruche. Il y a un magazine dans les toilettes avec une autruche. Ok, va le chercher. Et on se retrouve avec une autruche, une couronne, un ours. Pour l'Italie, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pasta. Ok, on va chercher un paquet de pâtes pour représenter l'Italie. La Russie, à quoi tu penses? Le bonnet de papa de l'hiver qui est énorme. Ok, et là on a devant nous la Russie, l'Italie. Eh ben, vous êtes sûr qu'en cours, quand il faudra se souvenir de tous les pays, ça reviendra beaucoup plus facilement qu'un truc qui aurait été par cœur, un texte où il n'y a rien qui transparaît en fait, il n'y a rien qui ressort. Alors que si là, il y a quelque chose de visuel et qu'en plus on s'amuse et qu'on met du mouvement, alors lis-moi ton cours, qu'est-ce qui se passe pour l'Italie? Eh ben, elle fait ci, elle fait ça, ok, on y va. Et là, on est en mouvement, on est dans la joie, et ça va vraiment être bénéfique, et pour vous, qui allez vous amuser, et pour les enfants. Donc je vous encourage vraiment à réviser, à aider les enfants à réviser avec des cubes, des personnages, des peluches, des Legos, des pommes de pin, des perles, des tissus, tout ce que vous voulez. En tout cas, on voit que ça va vraiment être aidant de faire différemment qu'à l'école. Et l'autre chose qu'on peut conseiller à nos enfants pour réviser leurs cours, c'est de ne pas juste ouvrir le cahier et lire leurs cours. Parce qu'en fait, on peut lire le cours et se dire « Ah ouais, je connais, c'est bon ». On ferme, et quand il faut en reparler, retrouver où sont les informations stockées dans mon cerveau, j'en sais rien. Donc là, l'idée, c'est d'abord de commencer, cahier fermé, et l'enfant essaie de se souvenir, alors dans cette leçon, il y a ça, et après il y a ça, et il y a... Non, c'est quoi là? Il sait bien qu'il y a un truc, il n'arrive pas à le récupérer. Ok, après il y a, là, je sais pas, là il y avait ça. Et le fait de réfléchir, ça veut dire qu'il commence à tracer le chemin dans son cerveau pour essayer d'aller récupérer les informations. Et quand ensuite il ouvre le cahier et qu'il dit « Ah, c'était les Carolingiens, ah je le savais !» Et bien vous êtes sûr qu'il va s'en souvenir la prochaine fois, là aussi. Donc vraiment, autorisez votre enfant à se tromper, à pas forcément savoir, et ensuite à aller rechercher les bonnes informations dans son cahier. En sachant qu'il faut aussi lui dire d'aller vérifier ce qu'il pensait juste, savoir si c'était réellement juste ou pas. Parfois, on peut aussi se tromper. En sachant que l'information, encore une fois, doit être régulièrement revisitée. Sinon, ce qui était devenu un chemin dans notre cerveau va commencer à s'embrumer un peu, puis à un moment donné, on est totalement paumé et on ne retrouvera pas l'information. Donc, l'idée, c'est vraiment de réactiver régulièrement les connaissances. Pour les plus grands,
vous allez aussi pouvoir utiliser des flashcards, des sketch notes. D'ailleurs, il y a un atelier demain matin, je crois, et les cartes mentales qui vont vraiment aider les collégiens et les lycéens à réviser et à s'organiser. Les flashcards, c'est quoi? C'est en fait, pour n'importe quelle matière, hein, là j'ai pris mathématiques, mais ça pourrait très bien être histoire géo avec des dates et des événements derrière. En fait, on a une question et une réponse derrière. Et l'enfant, en toute autonomie, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous, et il n'a pas besoin qu'on le critique en disant « t'as encore oublié », qui va lui foutre une pression. Non, on va juste le laisser s'auto-corriger. 6 x 6, 35. Ah mince, 36. Bon. Et comme ça, il va pouvoir s'entraîner en toute autonomie. Les sketch notes, c'est une manière imagée en fait d'illustrer ces cours. Donc là, par exemple, je vais vous en montrer une. Alors, qui, à vos yeux, pourrait paraître brouillon. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un cours de plein de pages résumé sur une feuille A4, créé par l'enfant, si ça parle à l'enfant, pour moi, c'est OK. Donc là, par exemple, c'est le résumé qu'une personne a fait sur la guerre froide. Donc ça veut dire que là, en une feuille A4, toutes les grandes idées sont là. Et ça, c'est précieux pour pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement. Donc je l'avais mis là en plus. Donc c'est demain matin, 10h30, 12h, pour apprendre à faire du sketchnoting, je ne sais pas comment on dit. Les mappings, donc là aussi, c'est un moyen visuel de pouvoir remettre plein d'informations d'un cours juste avec les mots-clés. Donc ça veut dire que l'enfant est en capacité à repérer où sont les choses importantes, où on peut le guider, s'il a des difficultés à voir ce qui est important à garder en tête. Et l'enfant va créer des mappings où il va trouver toutes les informations importantes plutôt que d'avoir, comme je vous montrais tout à l'heure, un texte à rallonge où on ne sait pas ce qu'il faut apprendre dedans. Conclusion. Je ne sais pas quelle heure il est. Conclusion, j'ai envie de vous dire, ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. L'idée, vraiment, pour nos enfants, c'est pas qu'ils aient la bonne réponse là aujourd'hui sur tout ce qu'on leur demande. C'est qu'ils puissent savoir comment on fait pour apprendre. C'est quoi apprendre? Ça sert à quoi? Comment fonctionne mon cerveau? Comment je peux faire pour rester concentré quand je suis en difficulté? Comment je peux garder mon attention? Tout ça, ça va être précieux pour qu'ils puissent plus tard continuer à être dans les apprentissages et dans la joie d'apprendre. Donc ne jugez pas au résultat aujourd'hui, mais à ce que vous avez semé et qui va grandir au fur et à mesure. Petite bibliographie avant de vous quitter. Donc le PDF en ligne, je vous en parlais tout à l'heure, avec tous les jeux de société pour les petits et pour les plus grands, qui est hyper précieux. Le jeu pour stimuler les fonctions exécutives d'une orthophoniste et d'un psychologue, qui est téléchargeable. Vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. Mon cerveau, ça c'est pour les enfants, pour les petits, pour leur expliquer comment fonctionne leur cerveau. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, vous allez en trouver pas mal, qui sont super intéressants. Les livres adultes, Heureux d'apprendre à l'école de Catherine Guéguen, les neurosciences cognitives dans la classe et neuropsychologie et stratégie d'apprentissage, Votre cerveau vous joue des tours. Tout ça, ce sont vraiment des livres passionnants. Et si vous avez vraiment beaucoup de curiosité et que vous avez envie d'en savoir plus sur le cerveau, il y a plein de livres passionnants sur le cerveau. Parlez-vous cerveau, Neuroconte, Notre cerveau, votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Vous allez trouver une multitude d'informations passionnantes. Avant de vous quitter, je fais de la pub pour mes collègues. Donc demain matin, je ne sais pas s'il reste des places, il y a un atelier réminiscence pour patients Alzheimer à 11h à la Maison des Initiatives et des Services. L'école de la créativité de Mathieu Cassotti à 14h. Quand le stress s'invite à l'école, aspect cognitif et physiologique à 15h. Comment l'école reproduit-elle les inégalités à 16h. Et enfin, cheminer ensemble vers une amélioration de l'apprentissage à 17h. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'être resté attentif et concentré.
Et j'espère vous avoir embarqué sur mon petit chemin et que ça vous a convenu. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée à vous.